ceci est une tentative de faire un résumé succinct de ma vie, de ce que je me rappelle, de ce que je comprends au niveau de ce qui se passe dans les faits et au niveau émotionnel de pourquoi ça se passe. Pour être tout à fait honnête, j'ai aucune idée si ça intéressera quelqu'un, et parce que c'est pas une réponse à quelqu'un qui m'a demandé de raconter ma vie. Mais si je le fais, c'est en premier lieu pour moi, comme exercice de me rappeler et de conscientiser. Et puis voilà, si ça peut inspirer ou aider d'autres à le faire, ou à mieux comprendre leur propre vie, eh bien alors c'est 2 fois gagné. Voilà. Donc d'abord je voudrais dire que voilà, je suis né en banlieue de Bruxelles, d'une assez grande ville d'un peu plus d'1 million d'habitants, dans une famille de classe moyenne, voilà, le dernier de 3 enfants. Donc 5 ans après l'aîné, mon frère, et 3 ans après ma soeur, et entre nous deux. Alors, pour un peu comprendre tout ce qui va suivre et qui est complexe, je veux dire, à comprendre dans ma vie, il faut savoir que le résultat de ma naissance est le résultat d'un désir très profond de ma maman d'avoir un enfant dont elle puisse s'occuper, elle puisse passer du temps à en profiter. Et vu qu'elle a ce sentiment qu'avec les 2 enfants précédents, elle était tout le temps occupée à travailler et qu'elle n'a pas pu vraiment s'en occuper. Et donc elle a envie d'avoir un 3e enfant. Et donc, mais c'est pas le désir de mon papa. Le désir de mon papa, c'est qu'il est bien avec 2 enfants. Et il a toutes ses émotions, qu'il n'y a pas la place, il n'y a pas l'argent, que c'est pas le bon moment pour avoir un 3e enfant. Et puis, je ne suis pas sûr qu'il y a encore vraiment beaucoup d'amour à ce moment-là entre mon père et ma mère. Je ne sais pas à quel moment mon père a commencé à tromper ma maman, si c'est déjà à cette époque ou plus tard. Mais en tout cas, mon père n'était pas très content de l'annonce de mon arrivée. Et donc, en quelque sorte, ce bébé, il n'est pas né d'une décision d'amour des 2 parents, donc de partager leur amour et d'avoir un enfant. Il est né de la décision un peu égoïste de ma maman de faire un enfant pour se sentir mieux elle-même. Et donc, ce petit bébé, il a ressenti, ça j'ai eu des mémoires, j'ai traversé déjà depuis quelques années, un énorme rejet, comme si il y avait quelque chose de mauvais, de mal en lui, qui fait qu'il ne devrait pas être là. Donc une sorte d'injustice que j'ai rien fait. Rien que le fait d'être là, ça pose un problème parce que mon papa ne veut pas être là. Donc ces émotions de qu'est-ce que je fais sur la terre, j'ai pas ma place sur la terre. Et tout ce type d'émotions très très lourd. Et d'un autre côté, donc c'est du côté de mon papa, simplement c'était pas dans son plan. Et du côté de ma maman, j'ai très fort envie. Et donc le résultat, c'est qu'ils n'ont pas avorté, m'ont gardé. J'aurais pu mourir d'une fausse couche presque, mais le désir de ma maman était suffisamment fort pour probablement que je ne meure pas. Mais ceci dit, je suis né en tant que tout petit bébé avec des graves problèmes de respiration, des graves problèmes au niveau des encombrements, donc au niveau du nez, des bronches,
voilà, la gorge et tout ça. Et donc très jeune, j'ai dû être opéré. Et donc j'ai passé une enfance où j'étais aussi très souvent malade, où je pleurais beaucoup pendant la nuit, et je sentais ça déranger beaucoup mon papa, où je sentais vraiment que je dérangeais mon papa, et d'autre part que ma mère me traitait euh, comme le Messie. Elle me traitait mieux que les autres, elle me donnait plus d'attention que les autres. Et donc du fait de ce traitement pas équitable entre les trois enfants, ben, j'attirais énormément de jalousie de mes frères et sœurs, et aussi un rejet encore plus grand de mon père, puisque mon père il avait de moins en moins d'attention et toute l'attention allait vers moi. Donc quelque part, et ça j'ai compris seulement il y a quelques années, très récemment, donc il y a une sorte de relation qui se crée entre ma maman et moi, qui est une sorte de relation incestueuse, avec d'énergie d'ordre, c'est mon fils, ça devient l'homme idéal, et je le crée comme l'homme idéal, le partenaire idéal. Et donc il y a une sorte où l'enfant que j'étais a pris quelque part la place du mari, et maman se sentait assez bien délaissée à ce moment-là par son mari, et j'imagine que c'est l'époque où mon père a commencé à sortir avec d'autres femmes, ou en tout cas plus être amoureux de ma maman. Bon, tout ça je ne comprenais pas du tout à l'époque. Et donc j'ai grandi avec beaucoup de maladies, des allergies, allergies aux poussières de maison, à l'intérieur de la maison, je ne me sentais pas bien dans la maison, j'ai l'impression que j'avais pas ma place. Allergies à l'extérieur, dans les jardins, etc., au foin, etc., avec plein de traitements et plein de... Voilà, enfin, des maladies pneumonie ou maladies des bronches chroniques, des choses comme ça. Le nez qui coulait très très fort tout le temps, problèmes de dyslexie, problèmes de prononciation, enfin toutes sortes de problèmes. Et donc j'ai grandi avec toutes ces choses-là. Les souvenirs d'avoir très peur pendant la nuit aussi. Voilà, je me rappelle encore très peu de mon enfance, mais c'est très important et j'espère que je vais m'en rappeler de plus en plus. Mais en gros, j'ai fui dans le sport qui était bien apprécié par mon papa, et j'ai fait énormément de sport, et ça me permettait de relâcher la pression, voilà, que je me mettais, d'éviter de ressentir toute cette douleur à l'intérieur. Parce que ma maman n'était pas à l'aise par rapport avec ça, et mon papa, il en avait déjà assez comme ça avec sa famille et tous ses problèmes euh, personnels. Et voilà, il avait une petite entreprise à l'époque. Et donc il y avait ce sentiment de il faut que je garde tout ça en moi et que je cache le mieux possible. Et donc le sport, je me suis adonné à fond dans le sport. J'ai adoré le sport et j'adore toujours le sport. Mais je me suis rendu compte plus tard que c'était mon moyen de survie, vraiment de survie. Que quand je suis passé pas loin de la mort quand j'étais tout petit du fait de toutes ces maladies. Et puis j'ai dû trouver un moyen pour survivre dans cette situation familiale. Et bon voilà, donc j'ai grandi, je passe les détails. Ensuite, après, à la fin de l'école, je me rappelle très bien, y a toutes ces attentes, surtout de ma maman, que je fasse des études universitaires, parce qu'elle accorde beaucoup d'importance au savoir. Mon papa aussi, qui est un autodidacte, voulait que, et en autodidacte, mais qui se sent toujours inférieur quelque part, parce qu'il n'a pas fait d'études universitaires comme la plupart des amis de mes parents. Et donc il voulait que pour nous, il avait un plan aussi, que en même temps qu'on suive ce qu'on a envie de faire, mais en même temps un désir qu'on fasse ce qu'il lui n'a pas pu faire. Et donc je me rappelle très bien au moment de choisir des études universitaires, j'allais souvent à l'université, vu que ma maman elle était chercheuse, elle faisait des laboratoires, etc. Donc c'était un lieu où j'ai joué toute mon enfance. Et je me rappelle très bien qu'il y avait un truc qui tombe.
il y avait certaines choses qui m'attiraient bien, comme la géographie, comme les maths, bien que j'avais pas confiance en mes qualités en maths, mais j'aimais bien le jeu des chiffres beaucoup. Et l'architecture, la maison, créer des maisons, créer des formes. Mais j'avais cette émotion qui venait fort, je crois, de mon père surtout, mais des deux, du peur de manquer. Et donc, comme j'étais pas vraiment sûr que j'arriverais à gagner ma vie en faisant ce que j'aime vraiment. Et donc, je me suis dit, je vais faire des études, je sais pas trop quoi faire, mais au moins, je vais apprendre à faire du commerce. Et puis, c'est un peu comme papa a fait. Et donc, je vais avoir un peu le support et l'approbation de papa. Et puis, je vais choisir une grande école. Comme ça, j'ai beaucoup de chance d'avoir un bon boulot. Et puis, je vais avoir un peu plus d'approbation de papa et de la société et voilà, des amis et des autres gens en essayant d'avoir un statut et d'avoir de l'argent et d'avoir voilà, d'avoir ce que quelque part mes parents ont recherché comme symbole de la réussite. Donc d'avoir une belle maison, un bon travail, de l'argent, de pouvoir aller en vacances, d'avoir des animaux domestiques s'il faut, etc., d'avoir 2 voitures, etc. Donc toutes ces choses. Donc je cherchais je ne le savais pas consciemment, mais je cherchais la reconnaissance à travers mon choix. Donc je me suis engagé dans ces études à fond. Évidemment, pendant toutes mes études, vu que je sentais que je prenais trop de place, j'essayais toujours de me débrouiller tout seul. J'avais le soutien de maman, mais quand papa rentrait le soir de boulot, il fallait pas l'ennuyer, il fallait le laisser tranquille parce qu'il y en avait déjà assez. Donc, pratiquement aucun souvenir de jeu ou d'apprendre des choses ou de faire des choses avec mon papa. Si ce n'est qu'il me suivait, il m'amenait au sport. Grâce à lui, j'allais au tournoi, au foot, au tennis, etc. Qu'on disait. Mais sinon, c'était maman qui m'envahissait, et ce sentiment d'étouffement, une mémoire que elle me touchait, je sentais que c'était pas de l'amour, qu'elle voulait quelque chose de moi. Et, donc, et elle, voilà, me supportait dans mes études quand j'avais besoin, mais généralement j'apprenais, il faut que je me débrouille tout seul, que j'ennuie personne. Et donc j'ai traversé mes études comme ça, en réussissant pas mal. Et donc je me retrouve à 22 ans, diplômé ingénieur commercial de l'université de Moussel. Et puis je commence à faire voilà, à chercher du boulot, et puis je commence à travailler dans une... Voilà, soit les détails c'est pas trop important, à avoir un boulot et ça marche assez bien. Et puis après quelques années, j'en ai marre. Et puis je change, puis ça marche assez bien, puis j'en ai marre. Et puis un jour, je me rappelle bien, ça fait environ 7 ans que je travaille dans une grande multinationale, et donc j'ai une vie assez confortable, avec un bon statut, une bonne voiture, pas mal d'argent, etc. Et donc je suis dans le milieu de la vingtaine, vers 27 ans, 28 ans, et je reçois un coup de téléphone de mon frère qui dit, voilà, nous cherchons un nouveau responsable commercial pour organiser le développement de l'entreprise familiale. Ben on te demande en premier lieu, sinon on va chercher quelqu'un à l'extérieur, est-ce que ça t'intéresse? Et à ce moment-là, j'avais un petit peu commencé à faire le tour. Ça faisait déjà 3 ans que j'étais responsable commercial de produits en France, en Espagne, etc., dans différents pays. Et je commençais à être un peu fatigué de tous les voyages, les hôtels, machin. Et j'avais envie de plus voir un peu... Je ne me voyais pas rester pendant 30 ans dans la même société. Et voilà, je ne me voyais pas faire ce métier-là. Donc je me suis dit, ben oui, c'est un beau défi, pourquoi pas. Et donc j'ai décidé, et je me rappelle que je me disais, ben on verra d'ici 5 ans, si vraiment ça me plaît, voilà, de me donner 5 ans. C'est ça que je m'étais dit. Et donc il faut savoir que cette société de famille, elle venait de faire faillite quelques années avant, et mon frère était venu pour recréer une nouvelle société et aider mon papa à redémarrer. Et donc elle était toute petite, et donc il voulait se développer de nouveau.
Et donc voilà, je me suis donné à fond pendant les premières années. Et donc, voilà, j'ai développé le côté commercial. C'est bien que en 4 ou 5 ans, on a commencé à faire quelques profits. On a même fait un ou l'autre voyage, ce qui était inhabituel, avec enfin, de voyage, je veux dire, euh, d'agrément en plus des voyages de business. Et, et en 4 ou 5 ans, ben, j'avais recruté un, deux commerciaux, et j'avais plusieurs techniciens, un fixe et deux itinérants. Et donc, on a fini par doubler, presque tripler. Je crois qu'on est passé d'1 million de francs, c'est-à-dire non, 1 million d'euros quand je suis arrivé à 2-3 millions, 2 millions et demi, un truc comme ça, quelques années plus tard. Et donc ça marchait assez bien. Et, et puis il y a eu toute une série au moment où, disons, on s'était engagé dans des grands projets et la société était hyper endettée. Et à ce moment-là, il y a eu les événements, je pense, du World Trade Center, un truc comme ça. Donc, il y a eu une dégringolade dans l'industrie lourde. Et nous, on travaille dans l'industrie lourde du verre, le travail du verre plat, le verre pour la construction, etc. Et tous les investissements se sont écroulés. Et à ce moment-là, on est hyper endetté, on a engagé du personnel, on a des frais beaucoup plus élevés. Et il s'est passé toute une série de choses. Donc on a manqué de liquidité. Et on a aussi des fournitures qui ne se sont pas bien passées, surtout par la faute de fournisseurs. Il y a eu toute une série d'événements, de sales coups qu'on a eu, etc. Des fournisseurs qui sont passés en direct, etc. Qui n'ont pas respecté leurs paroles ou qui ont fourni des équipements qui ne fonctionnaient pas. Un procès. Bref, toute une série de choses qui fait que on se retrouve dans le rouge, complètement dans le rouge. La société n'arrive plus à faire face au remboursement en banque et la maison de papa est en danger. Les deux maisons de papa sont en danger. Décision de mon frère qui s'occupe de la finance et de mon papa. Et moi, derrière, je réfléchis pas trop, je vais dans le même sens qu'eux, c'est on va sauver les maisons. Il faut sauver les maisons de papa, il faut sauver le bien. Et donc on engage une politique de rembourser les banques. Et à partir de ce moment-là, déjà moi j'étais fatigué de ce travail. Et voilà, j'avais décidé je veux en sortir. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y avait une sorte de culpabilité. Parce qu'on a essayé de vendre l'entreprise et puis finalement on a déposé le bilan. Et on a laissé quelques fournisseurs impayés. Et j'avais une sorte de culpabilité que c'était de ma faute. Que j'avais développé trop vite en prenant pas assez... sans comment dire, gérer la chose en bon père de famille, en prenant trop de risques. Et une énorme culpabilité de devoir de l'argent, d'avoir laissé des fournisseurs sur le carreau. Terriblement gêné. Et donc le fait de cette faillite, cette culpabilité, ça m'a, comment dire, c'est resté avec moi pendant vraiment très longtemps. Et il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à voir que ce choix était complètement égoïste de rembourser les banques avant de payer les autres. Et que si j'avais été en harmonie avec l'amour, j'aurais encouragé un choix de on va rembourser tout le monde de la même manière autant qu'on peut. Et si la maison est perdue, la maison est perdue. Parce que c'est notre responsabilité. Et donc ce que je ne voyais pas non plus, c'est que moi j'étais rentré dans une partie de me sentir coupable, c'est que j'étais rentré dans une société hyper endettée, pas du tout saine. Et ça c'est le résultat de toute une histoire qui n'est pas ma responsabilité. Donc il y a toute une série de choses, je me mettais sur
sur ma pomme toute la responsabilité, et en fait elle est très fort partagée, et j'ai ma part de responsabilité là-dedans, mais c'est pas comme c'est tout noir et je suis très mauvais et j'ai encore fait une connerie. Donc je me sens, j'ai envie de rembourser ces fournisseurs, toujours une partie. Et j'ai demandé à mon frère d'ailleurs combien on doit, mais il m'a jamais donné. Mais j'ai le sentiment que ma responsabilité, elle, elle est beaucoup moins grande que ce que je voulais bien croire avant. Ceci dit, je ferai tout ce que je peux pour rembourser une partie, si j'ai les moyens. Bon, alors, toujours est-il que à ce moment-là, je m'intéresse de plus en plus au... Le fait de faire du commerce m'intéresse de moins en moins. J'ai un peu fait le tour, entre guillemets. Ce qui m'intéresse, c'est les techniques. Et donc, je m'intéresse de plus en plus à l'humain, au bien-être personnel, à la gestion voilà, humaine. Et je commence des études de coach, c'est-à-dire d'accompagner les gens de l'entreprise, de coach d'affaires, pour les aider dans leur vie et pour les aider à être en harmonie avec eux et avec les objectifs de leur entreprise. Et donc la société fait faillite et puis je lance une entreprise de coaching. Et cette entreprise de coaching, ben, je prends assez bien de plaisir au départ, mais elle m'a permis de survivre, je dirais, mais elle n'a jamais, après un an et demi, fonctionné de telle manière que je sois vraiment à l'aise financièrement. Ça permet